Bienvenue sur le plateau télé du CIAN, ce plateau au cœur du Salon des Industries d'Occitanie qui se tient pendant 3 jours au Mythe, ici à Toulouse. Et bien sur ce plateau, nous abordons un certain nombre de sujets touchant aux défis, aux enjeux, aux problématiques de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. On parle un peu moins du sujet qui nous réunit sur cette table ronde. Ça va rendre notre rencontre tout à fait passionnante. Les rapports entre l'industrie et la géopolitique, ou plutôt entre la géopolitique et l'industrie. Jean-Charles Antoine Noirel, je commence avec vous. Vous êtes un ancien officier de gendarmerie, vous êtes géopolitologue, issu de l'Institut français de géopolitique, spécialiste du renseignement et du lien en particulier entre la géopolitique et le monde économique, d'abord celui du commerce et puis aujourd'hui plus largement celui de l'industrie. Vous êtes également vous-même entrepreneur, vous avez créé déjà 2 entreprises et vous vous apprêtez à créer la 3e, ou elle est même déjà tout fraîchement créée. Elle s'appelle Astrag, première entreprise française proposant des solutions géopolitiques pour les entreprises et les investisseurs. C'est quoi des solutions géopolitiques pour les entreprises ? Alors, bonjour. Des solutions géopolitiques, ce sont des outils, des instruments qui permettent à l'entrepreneur ou l'investisseur de naviguer. Il est important de regarder la géopolitique comme un océan. On trouve des vagues, des petites vagues, des grandes tsunamis, et avec toujours l'effet papillon, une vague qui se trouve à un endroit peut se retrouver de manière plus importante à l'autre. Il y a donc toujours des conséquences sur les surfaces d'impact des entreprises. Et pour naviguer sur cet océan, il faut des outils de navigation. Et c'est ce que propose justement Astrag. Ça consiste à donner des outils très concrets qui ne sont pas uniquement des éclairages qu'on pourrait qualifier d'universitaires, qui sont très bien, mais en 2025, on doit aller plus loin. On doit donner des capacités à l'entreprise ou à l'investisseur de regarder lui-même et d'agir directement de manière proactive sur son projet ou sur la marche de son entreprise. Entreprises de toute taille, des petites, des grandes, et puis des entreprises qui travaillent à l'export, à l'international d'abord, ou pas seulement ? Pas seulement. Toute taille, de l'artisan jusqu'aux grands groupes industriels, y compris les organisations et les collectivités. Et ce sont des entreprises qui vont soit aller à l'export pour s'implanter ou développer leur business, mais également celles qui ont une route d'approvisionnement extérieures au territoire et qui peuvent être impactés par les crises. Alors on va aller un tout petit peu plus loin ensemble dans l'explication de la manière dont les entreprises doivent aujourd'hui tenir compte de ces éléments dans un monde évidemment complexe, instable et incertain comme celui que nous connaissons. Mais je vous présente d'abord mon second intervenant, Thierry Roux, président de la société Cap Cobra et cofondateur de Gretix. Alors vous, votre parcours, c'est ingénieur militaire pendant une 20aine d'années dans la supply chain et dans la cybersécurité. Dans le civil depuis 2002, vous êtes également créateur d'entreprises dans le domaine de l'ingénierie système et de la cybersécurité. Gretix, c'est un cabinet d'experts en cybersécurité, spécialiste de l'évaluation des risques. Et Cap Cobra, c'est une solution, on va dire, ou une offre de service qui permet de s'entraîner à la guerre cyber dans une war room, dans une chambre qui recrée les conditions finalement d'un conflit. Vous travaillez pour quel type d'entreprise aujourd'hui avec ces 2 sociétés ? Bonsoir Patrice. On travaille pour des petits clients qui s'appellent Thales, ou Airbus Defence and Space, ou Total. Donc c'est des gens qui sont en général assez impliqués en géopolitique avec la guerre en Ukraine. Sensibiliser au-dessus. Voilà, sensibiliser, oui, et au-delà. Ouais. Maintenant, l'action qu'ils mènent, c'est pour sensibiliser leur écosystème, qui est encore relativement, pour les rangs 1 et rang 2 matures, mais pour les autres, pas du tout. Donc nous, on travaille à faire, dans le domaine militaire, on dit il faut que les structures soient bonnes de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une vraie guerre. Alors, on n'ose pas dire le nom, économie de guerre, etc. Et on n'est pas habitué en France à dire on est obligé de faire la guerre. Sauf qu'en face de nous, du côté de la Volga, eux, ils ont décidé que la France était un co-belligérant et que le meilleur moyen de ne pas nous faire intervenir en Ukraine, c'était d'attaquer nos entreprises et nos institutions. Donc c'est régulier. Donc la menace est bien là, sans être forcément
alarmiste, il faut être réaliste et on va en parler ensemble dans un instant. Si vous êtes tous les deux ensemble sur ce plateau, c'est pas un hasard. Vous travaillez ensemble à créer une offre de service pour les entreprises autour de ce qu'on va appeler un jeu de rôle, un serious game, pour appréhender justement toutes les problématiques géopolitiques et cybersécurité. C'est exactement ça. On a signé un partenariat justement sur ce sujet parce que, fort de notre expérience dans les War Rooms, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin d'entraîner des personnes aux crises cyber, crise géopolitique. Et donc, on a eu le désir d'apporter une solution concrète à l'entraînement et la capacité de résilience des entreprises face à ce qui peut les impacter. Aujourd'hui, parce que la guerre en Russie, vous venez de l'évoquer, parce que des stratégies politiques américaines, chinoises, relativement conquérantes et agressives, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion quand on est chef d'entreprise, d'une réflexion et d'une prise en compte de ces facteurs exogènes. Le contexte a évolué, c'est-à-dire on était dans un monde de mondialisation heureuse, et là on est en train de passer dans des accords bilatéraux par la force, donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau. On voit l'apparition d'un Sud global, on n'avait pas vu venir l'évolution de l'Afrique, l'évolution de l'Asie du Sud-Est, donc effectivement on essaye un petit peu de faire de l'éducation à la géopolitique, mais aussi l'éducation à la sécurité. On a des jeunes dirigeants brillants, mais qui n'ont absolument pas de culture de la sécurité, puisqu'ils n'ont pas connu de guerre. Donc on critique beaucoup les boomers, mais les millennials et les zoomers ont toujours vécu sans aucune guerre. Et effectivement, on dit aujourd'hui, dans le monde industriel, avant la guerre en Ukraine, et après la guerre en Ukraine, et entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Donc là, les gens ils commencent à se dire, on ne peut plus tout à fait vivre comme avant, et on est aujourd'hui vraiment dans une globalisation qu'on appelle transactionnelle. Et la crainte qu'on a tous, c'est le positionnement des États-Unis et de la Chine, le piège de Thucydide. C'est est-ce que la Chine va devenir le nouveau leader mondial, etc. Et c'est vrai que la Chine, pour le domaine de la cybersécurité, sont relativement bien outillés. Alors, je vais rester positif. La France est pas mal en termes de cyber. Elle est vraiment pas mal, et des acteurs comme Thales, par exemple, ou Airbus, sont leaders mondiaux, donc ils interviennent beaucoup en Ukraine. Quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse de près à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine? De quelle manière ça va potentiellement impacter mon activité, l'emploi, mon offre de service? On dit souvent en géopolitique business que si vous n'allez pas à la géopolitique viendra à vous, pour reprendre une expression d'un film. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Il se trouve que vous avez 8 surfaces d'impact au sein des entreprises sur lesquelles des crises ou des évolutions ou des turbulences géopolitiques vont créer des turbulences internes, que ce soit l'image, que ce soit la présence d'investisseurs qui seraient persona non grata, que ce soit la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement, ou les réseaux d'information ou les réseaux cyber. Et il se trouve qu'un chef d'entreprise, quelle que soit la taille de son entreprise, quel que soit son marché, peut directement ou indirectement, désormais, être impacté alors qu'il ne l'a même pas vu venir. Malheureusement, c'est ça. Alors en France, en France et dans le monde, j'allais dire, on a eu l'habitude très longtemps de voir 2 blocs. On appartenait à un bloc. Ce bloc n'existe plus vraiment. L'autre bloc non plus, même si l'Eurasie cherche à recréer un bloc. Et la disposition géopolitique mondiale, qui n'est plus uniquement celle des États, mais qui prend en compte énormément d'acteurs non étatiques, mais également des acteurs, des leaders charismatiques, qui sont en mesure de mobiliser des forces contraires en très peu de temps grâce aux réseaux sociaux, eh bien cette situation fait que la situation géopolitique et les turbulences sont changeantes et évolutives en permanence. Alors concrètement, quand on est un chef d'entreprise, qu'on achète à l'international, qu'on se développe à l'international, comment faire pour prendre en compte ces éléments qui nécessitent une certaine expertise, on ne va pas se le cacher. Une expertise, oui, surtout une ouverture d'esprit. Oui. Déjà, c'est ne pas fermer les yeux. En France, comme disait Thierry, on a énormément d'excellentes entreprises
quelquefois, ces entreprises n'ouvrent pas totalement les yeux sur le fait que le monde n'est plus celui des années 80 ou 90, parce que c'est plus pratique de croire qu'on est encore en guerre froide. Et des outils comme des KPI, on pourra en parler, les indicateurs de performance, concrètement calés sur des parties de l'entreprise, permettent de voir l'impact sur la chaîne de production, d'approvisionnement. Et ça permet de mesurer, parce qu'on a quitté, depuis quelque temps, depuis la guerre en Ukraine, on a quitté la nécessité d'éclairage. On est dans la nécessité de quantification du problème pour voir à quel point notre police d'assurance va devoir évoluer ou comment on va se positionner face à tel ou tel acteur ou tel client. Les entreprises, en tout cas celles que vous citiez, elles sont préparées, elles se préparent face à ces problématiques-là, mais les entreprises, de façon générale, comment peuvent-elles s'emparer de l'enjeu de sécurité cyber qui est votre métier? C'est de la formation, c'est des plans, des stratégies, c'est des moyens techniques. Concrètement, comment on fait? Alors, on va citer une évidence. La tendance, c'est à se militariser aujourd'hui. Donc, on va définir des doctrines. Les acteurs importants du monde économique fixent des référentiels, que ce soit Thales, Airbus, Orange, Total, etc. Ils fixent un référentiel de maturité cyber aux entreprises et ils demandent 80% de maturité sur leur référentiel. Autrement, il est des références. Donc les grands acteurs sont assez bien équipés, mais ne veulent pas que le maillon faible soit dans leur écosystème. Donc ils entraînent finalement les entreprises et dans leur voie. Ils prescrivent des gens comme nous, ils les obligent même à venir nous voir en disant si vous ne le faites pas, notre service achat va vous déréférencer tout simplement. Donc aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans un contexte comme il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, les gens sont prévenus. Ils disent, si vous voulez continuer à travailler pour Total, pour Airbus, pour Thales, il va falloir respecter un certain nombre de termes, on a dit de KPI, mais en résilience, en organisation. Il y a même, pour certains projets, notamment dans le spatial, où ils demandent à leur écosystème de surveiller les menaces. Et s'ils ne surveillent pas les menaces, il faut qu'ils fassent appel à des prestataires pour surveiller leurs menaces, qu'on appelle du hunting services. Et si c'est toujours pas fait, Airbus ou Thales va surveiller les menaces à leur place et va facturer la surveillance des menaces. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une forme d'industrialisation et une militarisation de la chasse aux menaces. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre sont en train de tirer vers le haut, finalement, la maturité cyber, la maturité sécurité. Et de manière très, très directive. Ouais. Bon, ça, c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup moins de complaisance. Ouais. La guerre en Ukraine est passée par là. Ouais. Après, on a aussi les effets liés à l'espionnage industriel. Tout le monde craignait la Chine. Tout le monde se disait l'entrave au fonctionnement, c'est les Russes. Et on s'est aperçu que dans l'aérospace, ceux qui nous espionnaient, c'est les Américains et les Allemands. Donc beaucoup de dirigeants européens, pro-occidentaux sont tombés de leur chaise, se sont dit mais non, les Américains, c'est nos amis. Oui, pour racheter nos entreprises. Tout à fait. Donc, effectivement, nous, on parle de cyber et de géopolitique, mais on est dans les programmes d'avenir français qui concernent la cyber, le drone et l'intelligence artificielle. Alors, le cyber, on était bon. L'IA, on n'était pas mauvais, mais aux États-Unis, c'est-à-dire que nos chercheurs français faisaient l'IA pour les Américains. Ils sont en train de revenir en France. Et les drones, on n'y croyait pas. La guerre en Ukraine nous a prouvé que... je vois le stand de Delair, qui était mon voisin au B612. Je pense qu'il est content qu'il y ait eu la guerre en Ukraine, parce que je pense que s'il avait compté que sur le ministère des Armées, il n'existerait plus. Jean-Charles-Antoine Noirel, vous êtes aussi méfiant que Thierry Roux. Il faut se méfier de tout le monde aujourd'hui quand on dirige une entreprise et qu'on construit sa stratégie de développement. Alors sur le volet géopolitique, il faut se méfier avant tout de soi-même. Parce que s'il y a quelque chose qui est terrible en géopolitique, c'est le déterminisme et le manichéisme. C'est-à-dire il y a les bons et les méchants. En géopolitique, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Avant, oui, il y avait les bons États, les mauvais États, si on veut parler comme ça. Maintenant, c'est fini, puisqu'au sein même des territoires, on a des forces contraires, on a des rapports de force, des luttes d'influence. Donc, la vraie menace, souvent, c'est à la fois le déni, mais également
l'incapacité à ouvrir les yeux sur le fait que le monde a terriblement changé. On n'a plus deux blocs, comme je le disais, on est face à quelque chose de sans cesse évolutif du matin au soir. Alors vous allez avoir un leader politique, et en géopolitique, on n'apporte aucun jugement sur qui que ce soit. Un leader politique américain qui va avoir une force, une puissance, qui va l'utiliser pour faire passer des traités, par exemple, ou des cessez-le-feu. C'est une donnée, mais ça ne veut pas dire que ça fait de ce leader quelqu'un qui va être un bon acteur de la géopolitique ou pas. Parce qu'il y aura forcément des remous, il y aura forcément des effets contraires. Et c'est toute cette étude que l'entrepreneur, qu'il soit artisan ou grand capitaine d'industrie, doit prendre en considération. Au final, c'est un nouveau logiciel. En 2025, c'est un nouveau logiciel d'approche géopolitique que les entreprises doivent prendre en considération, parce que si elles ne le font pas, personne ne le fera. Alors pardon, je vais vous provoquer un petit peu, mais qu'est-ce qu'un industriel qui, ici dans la région de Toulouse, une entreprise de 20 personnes qui fait du traitement de surface, peut avoir comme conséquence du fait que Trump a obtenu, enfin si l'histoire en tout cas l'écrit de cette manière-là, un cessez-le-feu, voire un traité de paix en Palestine. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on a l'impression qu'on est sur deux échelles totalement différentes, entre lesquelles il n'y a finalement pas de lien ou de conséquences possibles. Alors, la question est pour vous deux, bien entendu. Thierry Roux. Je vais répondre. On va focaliser sur les actifs primordiaux. Oui. On va focaliser sur ce qui assure notre souveraineté nationale. Donc effectivement, l'artisan boulanger, charcutier ou l'entreprise de nettoyage, c'est pas la priorité. Oui. La priorité, c'est que avec la fin de la globalisation heureuse, etc., on s'est aperçu qu'on n'était pas maître de nos matières premières, de nos intrants, et notamment en énergie nucléaire haute, le TGV, c'est parti. On essaye pour nos supply chains de réinternaliser. Donc aujourd'hui, effectivement, et en tout cas c'est ce qui se passe du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est de focaliser sur ce qui constitue la souveraineté nationale française. Donc c'est là que les investissements d'avenir vont agir. Donc aujourd'hui, en tout cas, les demandes qu'on a des institutionnels, c'est ce qu'appellent les Anglais les joyaux de la couronne. C'est-à-dire de focaliser sur les start-up innovantes, les entreprises du futur, etc. Bon, on a la chance en région toulousaine et occitane d'avoir de belles pépites. Au-delà de grands acteurs, je pense notamment au monde aéronautique et spatial, mais au monde de la défense aussi. Et aujourd'hui, effectivement, on a ce message subliminal gouvernemental de dire soigner la souveraineté, oui. Protéger les joyaux de la couronne, parce que c'est ça qui va nous sauver ou nous permettre de continuer à exister, mais exister aussi en géopolitique et en politique tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une évolution de la géopolitique où la force intervient. On pensait que la diplomatie suffisait. Aujourd'hui, on voit que des acteurs américains, russes, iraniens, chinois disent, ou même turcs, au sein de l'OTAN, d'ailleurs, ça pose des problèmes, dire c'est comme ça, c'est pas autrement, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc ça, effectivement, dans le monde européen de l'Ouest occidental, on n'était pas habitué à ça. On avait dit, non, on va discuter. Non, on ne discute pas, c'est comme ça. Voilà. Les risques géopolitiques pour l'industrie, c'est d'abord finalement une question de dépendance à l'égard des matières premières, à l'égard des énergies, finalement, qui permettent aux entreprises de tourner. C'est d'abord ça ? C'est d'abord la dépendance et les effets cliqués. Je reprends l'exemple du traité que le président Trump a réussi à faire signer. Directement, il n'y aura pas de conséquences pour l'artisan français. En revanche, parce qu'il a considéré que ce problème était résolu, il va se pencher sur un autre problème, peut-être le côté chinois. On l'a vu, Taïwan, qu'il va y avoir une montée des tensions, que cette montée des tensions peut avoir des conséquences sur des routes d'approvisionnement. Et par effet cliqué, il va y avoir ce qu'on a vu pendant la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on ne peut plus acheter de moutarde dans nos supermarchés. Mais l'Ukraine n'est pas productrice de moutarde. Ce sont tous ces effets cliqués que la géopolitique permet d'anticiper et donc de permettre de trouver un plan B et un plan C avant que la crise n'arrive. Parce que pour l'entrepreneur, son plan A, il le paye 1.
S'il n'a pas de plan B, le plan B, en cas de crise, il va le payer 8. Voilà. Et la dépendance vient de là. Ouais. La problématique de la dépendance en France, on l'a vu avec l'industrie pharmaceutique, avec les masques, c'est le problème des plans B et des plans C qui n'ont pas été anticipés. Et donc, qu'on paye très cher. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner finalement à un chef d'entreprise, s'il veut commencer au moins à travailler sur un petit peu de prévention et d'anticipation, c'est de planifier. C'est de planifier des solutions et d'imaginer la manière dont il pourrait continuer de travailler, ce qu'on a appelé les plans de continuation après le Covid. Mais planifier et jouer, c'est-à-dire et s'entraîner. Parce qu'on peut planifier tout un tas de doctrines. Si on ne répète pas, dans le domaine militaire, on est tous les deux des anciens militaires, s'il n'y a pas des entraînements à la guerre, à la crise, etc., le jour où ça arrive, on ne sait pas faire. On n'a pas les réflexes, je ne parle même pas de survie, mais les réflexes tout court. Donc effectivement, le leitmotiv aujourd'hui, c'est se former à la crise, et ensuite, c'est ce qu'on fait, s'entraîner, et entraîner nos cellules de crise opérationnelles, etc., pour tout faire pour que ça n'arrive pas, mais que le jour où ça arrive, on soit prêt. Les Anglais disent souvent ne pas nuire quand il y a la guerre, c'est-à-dire ne pas avoir des réactions précipitées qui vont aggraver les problèmes. Donc quand on a joué plusieurs fois des jeux de guerre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de simulation, on parle de jeux de guerre en vérité. C'est-à-dire on est vraiment dans une militarisation de l'entraînement, et on dit l'entraînement doit être plus dur que la guerre. Donc nous aujourd'hui on travaille sur des scénarios les plus risqués, les plus extrêmes, qui ont peut-être une probabilité faible, mais on les fait jouer aux acteurs des cellules de crise opérationnelles additionnelles des entreprises. Alors, effectivement, quand ils découvrent ça, ils disent « ça n'arrivera jamais ». C'est improbable, voilà. C'est très improbable. Et là, je dis « mais quel est l'élément de jugement qui vous dit que c'est improbable ?» Aujourd'hui, la question qu'on se pose en cyber, c'est pas « est-ce que ça va arriver ?» C'est plutôt la question, c'est « quand ?» Et quoi dériver, mais quoi en général. Quand on a défendu un certain nombre d'entreprises et on a d'autres qui ont refusé de s'en... Le final, ça se termine au tribunal de commerce. D'accord. Les entreprises doivent aujourd'hui se préparer, se former, parce que c'est de la formation finalement, à un monde de crise. C'est-à-dire que la crise devient finalement la norme. une normalité. Absolument. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui militent en termes de géopolitique, qui militent vraiment pour que les entreprises ou les clusters intègrent en leur sein des référents géopolitiques. Des référents géopolitiques en entreprise, parce que c'est la meilleure manière, lors de chaque CODIR, lors de chaque COMEX, de pouvoir présenter l'évolution de la menace et de ne pas nécessairement attendre que les institutions le fassent. Pourquoi ? Parce que les institutions, elles sont rattachées à des États. Et la méthode étatique consiste à regarder avant tout les relations internationales. C'est très bien, mais ce n'est plus suffisant. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry, je reprends une expression que je dis depuis des années, qui est issue du film Spy Game, qui résume tout. Robert Redford dit à son jeune apprenti Brad Pitt, il lui pose la question, quand Noé a-t-il construit son arche ? Réponse, avant le déluge. Donc n'attendez pas, anticipez. C'est pour ça, s'entraîner, se former, c'est la clé aujourd'hui. Planifier et l'improbable. Oui, c'est ce qui est important, c'est planifier l'improbable, l'invraisemblable, parce qu'aujourd'hui l'IA arrive et les scénarios se complexifient. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, il faut entraîner les gens, surtout dans la stratégie de l'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens que quand on s'entraîne, ils vont peut-être pas avoir le scénario qu'ils avaient envisagé. Donc on les entraîne tout simplement pour qu'ils fassent preuve d'imagination et d'un certain sens, avec l'expérience, une forme d'intuition pour faire face. Et faire face en groupe, en meute. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc effectivement, il vaut mieux prévoir le pire. Il vaut mieux prévoir le pire pour qu'il n'arrive pas. Voilà, tout à fait. Encore un mot, Jean-Charles-Antoine Noirel, sur, j'allais dire, la nécessité pour les entreprises, effectivement, aujourd'hui, de se préparer. C'est
condition de leur développement, c'est une condition de leur survie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une condition indispensable aujourd'hui pour continuer à travailler et à se développer. Alors le cœur de l'entreprise, c'est son produit, évidemment. Son produit, par des effets géopolitiques, effectivement, le produit peut être attaqué. Mais ça reste le cœur de son activité, c'est la production, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. En revanche, au fur et à mesure des évolutions dans les mois et les années qui viennent, les effets cliqués qu'on a vus avec la guerre en Ukraine vont se multiplier, fatalement. Puisqu'il y aura un déport en plus de certaines crises dans la partie asiatique, sans compter le continent africain qui, on le répète souvent, est un peu une bombe à retardement, mais c'est vrai. Donc au fur et à mesure des mois et des années, l'entrepreneur sera obligé déjà de se former sur ce point, sans quoi, effectivement, son entreprise ne pourra plus s'appuyer uniquement sur son cœur et sur son produit. Les crises géopolitiques n'étant qu'une des familles de crises auxquelles les entreprises sont aujourd'hui et demain soumises. On pourra évoquer les crises climatiques et même les crises politiques domestiques, puisque la situation de la France, comme on le sait, est aujourd'hui malheureusement devenue également instable sur ce champ-là. Bon, en tout cas, on a bien compris avec vous la nécessité de s'emparer de ce sujet de façon sérieuse, avec des experts comme vous l'êtes, en tout cas, puisque le sujet est particulièrement complexe, mais important. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir contribué par vos témoignages à enrichir ce salon de votre expertise, de votre regard sur un sujet un peu inattendu, mais ô combien essentiel, on l'a compris. Bonne journée et bon salon.